Merci d'être avec nous ici au cœur du Carrousel du Louvre pour la 30e édition du Salon international du patrimoine culturel, 6e édition pour ce forum du patrimoine organisé par la revue Atrium en partenariat avec la Chambre syndicale Atelier d'Art de France. On va aborder un sujet qui vous concerne tous, vous le verrez, puisque le thème est majeur pour la préservation justement du patrimoine, comment concilier performance énergétique et préservation du bâti ancien. Dans un contexte effectivement de transition écologique, les réglementations thermiques et les diagnostics, surtout de performance énergétique, que l'on appelle donc les fameux DPE, s'appliquent à l'ensemble du parc immobilier, mais ces outils sont-ils adaptés justement au patrimoine, aux bâtis contemporains? On pense que oui, mais aux maisons anciennes, en pierre, en terre ou en pan de bois, est-ce que c'est le cas? Comment rénover sans dénaturer? Comment accompagner surtout les propriétaires et les artisans? Et enfin, quelle place pour les spécificités du patrimoine dans la politique énergétique nationale? On va le voir avec deux spécialistes du sujet. Merci d'être avec nous. Gilles Algla, vous êtes président de Maisons Paysannes de France. Et à vos côtés, on a Marie-Jeanne Jouveau, architecte et urbaniste du patrimoine au sein de l'agence Capla à Paris. Avant de parler de la réglementation, parce que c'est un sujet très important, il faut rappeler surtout que le bâti ancien n'a pas été conçu pour cela, selon les mêmes principes justement que la construction moderne. Vous n'allez cesser de le répéter tout au long de cette émission. On entend souvent dire justement que ces bâtiments ne sont pas performants. Est-ce que c'est vraiment le cas lorsqu'on parle par exemple d'un bâtiment du début du XXe siècle? Alors, je peux commencer donc à dire que on a fait avancer la connaissance scientifique sur le comportement thermique de ces bâtiments en 2011. Nous avons été partenaires d'un projet financé par l'État avec des scientifiques sur des bâtiments qui font partie de ce qu'on appelle le bâti ancien, donc du 15e siècle jusqu'au 20e siècle, choisis dans des régions climatiques de France différentes, avec des chauffages également différents pour avoir finalement des résultats fiables. On a appareillé sur le temps long ces bâtiments et les résultats ont été, on va dire, sans appel, puisqu'ils ont montré que, contrairement aux étiquettes énergétiques de l'époque et aux DPE, donc, qui étaient déjà en vigueur, qui les situaient dans les catégories E, ils se sont trouvés, résultat à l'appui, dans les catégories D, voire C, c'est-à-dire au même niveau que le bâtiment témoin de la réglementation de 2003. Ce qui veut dire que maintenant, quand on parle du bâti ancien, on ne peut pas parler de passoire thermique. On parlera du vocabulaire aujourd'hui, qui est quand même très important. Ce n'est pas parce qu'en fait on parle d'ancien qu'obligatoirement on peut accoler ce terme de passoire thermique. Absolument. Il faut arrêter cette stigmatisation langagière qui est complètement à côté de la réalité que les gens vivent. Et le réchauffement climatique va nous donner raison, puisqu'aujourd'hui, ça va être davantage le confort d'été qui va primer que le confort d'hiver, y compris dans nos régions. Moi, j'habite le nord, et là, j'habite une maison en terre et en bois du 15e siècle. Je peux vous dire que quand il fait 40 degrés dehors, pendant 8 heures, grâce au déphasage et à l'inertie, qualité naturelle des matériaux de la nature, eh ben, on est tranquille, dans une situation confortable, sans climatiseur, sans dépenses d'énergie. Et ça, tous les gens qui habitent le bâti ancien, qui ne sont pas sensibles aux problématiques que nous mettons en avant depuis 60 ans que nous militons sur le sujet, ils commencent à le sentir. Et ça, c'est le plus fort. C'est la plus forte des leçons à retenir. Des leçons à retenir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le ressenti dans la chair et le contact avec l'habitat en terre, l'habitat en pierre, l'habitat en paille, a des qualités qu'il va falloir prendre en compte aujourd'hui et que le DPE tel qu'il a été imaginé n'est pas du tout adapté. Marie-Jeanne, quelles sont les spécificités justement thermiques du bâti ancien ? Ça va me permettre de répondre à la première question en parallèle. Alors, les spécificités thermiques enfin, moi, j'utilise plutôt le terme d'hygrothermique parce qu'en fait, la caractéristique principale du bâti ancien, donc c'est ses matériaux. Maisons Paysannes de France a fait des fiches excellentes, les fiches ATEBA, qui datent d'ailleurs du début des années 2000. J'en profite pour rappeler que Maisons Paysannes de France, c'est les premiers vraiment qui ont porté la question de la qualité hygrothermique du bâti ancien.
qui ont défendu le bâti ancien et qui ont financé ou participé à financer des recherches scientifiques. Et ça, c'est important qu'on en ait davantage parce qu'on n'en a pas beaucoup sur le bâti ancien. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'il y a ces problèmes par manque de connaissances. Et donc, ils ont dans leur fiche Ateba une présentation d'une frise en fait chronologique qui montre la transition du bâti ancien vers le bâti contemporain. Donc en gros cette transition se fait pas de manière fixe en 1948 comme en parle la loi, puisqu'actuellement dans la loi la définition de bâti ancien c'est jusqu'à 1948, mais en fait c'est une transition progressive au cours du début du XXe siècle où on va changer les matériaux qu'on va utiliser. Donc au tout début du XXe siècle on va commencer à intégrer le mâche-fer, enfin fin 19e, début 20e, qui reste encore un matériau perméant à la vapeur d'eau. Mais progressivement on va développer le béton, donc un petit peu au début du XXe, et puis vraiment de manière importante on va transitionner après la Seconde Guerre mondiale où on va avoir la reconstruction et donc l'usage massif du béton. Et en fait la vraie différence au-delà des aspects architecturaux, de typologie ou même de prise en compte en gros d'une architecture bioclimatique parce qu'on va s'adapter au paysage et aux matériaux existants, en fait c'est les matériaux qui vont faire qu'il y a une différence. Le bâti ancien est constitué de pierres, de bois, de terre, de paille, de matériaux qu'on va trouver autour de soi. À proximité et d'ailleurs ça marque l'architecture puisque c'est à 20 km de distance on peut avoir des couleurs très différentes ou des styles architecturaux différents parce qu'on a tel type de pierre ou tel type de terre, et des fois à 20 km on va avoir des choses très différentes, donc de l'architecture très différente. Mais donc c'est ces matériaux qui sont naturels, comme dit Gilles, quand on retrouve dans la nature, sont perméants à la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'ils ne la bloquent pas. Alors pas tous, y en a qui sont plus perméants que d'eau, mais donc on va avoir un transfert hydrique au sein de la paroi sous forme d'eau liquide, par exemple, quand on a des remontées capillaires, ou de façon plus importante par transfert gazeux, qui est lié à l'usage intérieur du bâtiment. Nous, on émet de la vapeur d'eau en respirant, en se lavant, en cuisinant, tout à fait. Et de manière de plus en plus importante avec l'usage contemporain où on va prendre une douche par jour. Et donc voilà. Et cette vapeur, elle va sortir à travers les murs, ce qu'elle ne fait pas sur un bâti en béton contemporain. Et ça, c'est la grosse différence entre les deux, la perméance à la vapeur d'eau. Donc en fait, parfois, il ne faut pas isoler aux normes d'aujourd'hui certains bâtiments de certaines époques. Est-ce qu'on peut dire qu'avant 1949, c'est ça que vous 48. Est-ce qu'on peut dire qu'avant 1948, il ne faut pas appliquer le diagnostic de performance énergétique? Si, il faut se poser la question de faire un bilan, puisqu'en fait, la perfection n'existe pas. Les maisons anciennes, elles ont des qualités, mais elles n'ont pas que des qualités. Et en plus, elles sont anciennes, donc quand on habite une maison du 15e siècle, on ne vit pas comme au Moyen-Âge. Donc à un moment donné, la réhabilitation, c'est le mot qu'il faut employer. La réhabilitation, elle suppose qu'on aborde le sujet des travaux sur une maison de façon, on va dire, organisée, avec un préalable qui est de diagnostiquer tout ce qui fait la valeur intrinsèque patrimoniale du bâti et faire des choix de travaux qui sont pertinents, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont pertinents, d'autres qui ne le sont pas, éliminer ceux qui ne l'est pas, et toujours avoir en tête que la priorité, c'est ne pas créer de désordre alors qu'il n'y en a pas. Et aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Non, on a tendance à reproduire finalement l'isolation que l'on peut faire dans une maison contemporaine, voilà. Une maison ancienne. Alors, le même schéma. Tout à fait. Alors c'est pour ça que moi, au niveau du vocabulaire, c'est important parce que j'étais prof de langue. Et je pense que la langue, elle permet de communiquer et d'être d'accord sur un monde réel précis. Qui est le même. Voilà, d'être précis. Aujourd'hui, c'est une difficulté. On sait qu'on communique de moins en moins. On communique par des émoticônes, on communique pas. Et ceux qui communiquent pas sont souvent dans la violence. On pourrait faire une autre émission. Ouais, tout à fait. Alors les mots ont leur importance, pour revenir à cela. Moi, quand je parle du bâti ancien, je n'emploie pas le mot isolation. Parce que je considère que c'est tout le contraire de l'écosystème que représente le bâti ancien, qui est tout sauf isolé. Quel est le terme que vous employez alors? J'emploie le terme d'amélioration des performances. Ça veut dire que déjà, il en a. J'ai rappelé le projet battant. On ne part pas de zéro, finalement. Voilà, il en a. Il faut les identifier. Et on peut les améliorer. Voilà. On peut aussi aggraver. Lorsqu'on fait des choix de travaux qui ne sont pas pertinents, et par exemple, il faut parler des ponts thermiques. Dans l'habitat traditionnellement, conventionnellement, l'habitat ancien n'a pas de pont thermique, ou très peu. Et il est très facile d'en créer. Il suffit de mal s'y prendre quand on met des couches d'isolants qui sont présentées de façon industrielle avec des plaques, etc. On sait que
le lien entre deux panneaux Aux jonctions. aux jonctions est fondamental. Mhm. On sait que ça ne va pas durer très très longtemps, même si on s'y prend bien. Donc on n'est pas dans le durable quand on fait ça. Ce qui veut dire qu'il faut être très très vigilant et toujours se poser la question, quel est le meilleur matériau à utiliser d'une part, et deux, de quelle façon je vais le mettre en œuvre pour éviter ce que je n'ai pas envie d'avoir comme résultat pervers. Parce que vous parlez justement à Maison Paysanne d'une intelligence constructive. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principes? Alors, cette intelligence-là, c'est celle d'une humanité qui nous a laissé un héritage que nous avons aujourd'hui, qu'on a du mal à comprendre parce qu'il n'est pas nommé, il n'est pas connu, donc il n'est pas reconnu, il n'est pas enseigné non plus. Alors c'est paradoxal parce que les Français sont très attachés à la notion de patrimoine. Un petit peu quand même, mais pas assez. Alors un petit peu, mais enfin moi je suis excessif et ce que je le dis parce que on est vraiment, on va dire, approché par des gens qui quelquefois viennent nous poser des questions et on s'aperçoit qu'il leur manque tout un tas de choses sur le sujet. Et ces gens-là sont les premières victimes du démarchage aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est Ils pensent bien faire. Ben voilà, donc il faut les informer, il faut mettre des mots sur ce monde-là. Je disais que cette humanité qui nous a laissé cet héritage était dotée d'une intelligence qui n'avait rien d'artificiel et qui était très en lien avec l'environnement. Et il faisait de l'écologie avant même que le concept n'existe. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'observations avant même de faire quoi que ce soit sur un bâtiment ou de le construire. Il y avait surtout, si on emploie des mots-clés, c'est à la mode aujourd'hui. La société d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de cette époque-là. C'est la misère, l'environnement, c'est la pauvreté, c'est l'incertitude quant à l'avenir, c'est tout un tas de choses, la vulnérabilité, et qui impose la solidarité, qui impose à faire avec les moyens qu'on a, souvent très pauvres, et à ne pas perdre son temps à faire des choses qui ne vont pas être efficaces, etc. Donc on est vraiment dans l'écologie qui est un modèle du genre. On baptise aujourd'hui avec de nouveaux mots, on parle de low cost. Eh ben, les anciens étaient là-dedans. Ils utilisaient rien du tout, pas grand-chose. La sobriété. La sobriété, et ils en tiraient la substantifique moelle. Et c'est ça, c'est pour ça que la conférence du G7 de cette année, c'était le bâti ancien est un modèle d'écologie. Voilà, il n'y a pas à aller chercher ailleurs, il est là, il n'y a qu'à essayer de regarder. Les matériaux sont tous tirés du sol. Ils sont tous recyclables à l'infini. C'est ce que disait Marie-Jeanne, à proximité. Voilà. À 20 km de distance, parfois on n'a pas les mêmes matériaux. Voilà. Et par contre, on a une performance qui est tout aussi bonne que ce que l'on a aujourd'hui. Absolument. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gilles, mais c'était quand même, et vous l'avez souligné, une écologie de la pauvreté. Et en fait, un des changements assez fondamental au cours du XXe siècle, c'est le fait qu'on a gagné en richesse. C'est vraiment une transition économique entre le 19e et aujourd'hui. Et l'homme aime le confort, de manière générale, l'homme avec un grand H. Et c'est en fait bien normal. On a tous envie d'avoir un logement par famille et pas vivre à 3 familles dans le même logement tout petit. Enfin, quand on voit l'évolution de l'habitat, on se rend compte quand même qu'il y avait des conditions d'habitat qui étaient très dégradées pendant longtemps. Ils peuvent encore exister dans certaines zones du monde. Bien sûr. Et ce confort va avec de nouveaux besoins, et notamment la consommation énergétique qui était très peu chère à la sortie de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier, et qui fait qu'on n'a pas isolé les nouvelles constructions, puisque de toute façon c'était pas cher, donc il n'y avait pas besoin. Et c'est vrai que l'histoire de la construction, comme vous l'avez rappelé, est en fait une conséquence de l'argent qu'on a ou pas pour construire. Donc le bâti ancien, il y avait beaucoup de constructions avec ce qu'il y avait à proximité, voire même en terre parce que c'était vraiment pas cher. Et les constructions monumentales étaient en pierre qui venaient des fois d'Italie ou d'ailleurs. Et je voulais juste rebondir sur la notion que vous souleviez dans votre première question sur la performance. En fait, pour parler de performance, il faut savoir quel objectif on veut atteindre. Et ça, c'est le vrai problème de la situation dans laquelle on est actuellement. Souvent, c'est la notion de performance énergétique et de limiter la consommation d'énergie. Mais il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du confort, qui n'est pas forcément réglé par ces questions-là. Il y a effectivement la question de la consommation d'énergie, mais il y a aussi et surtout, parce que c'est l'enjeu prioritaire, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées à l'utilisation d'énergie, mais pas forcément, parce qu'on a certaines possibilités d'utiliser de l'énergie décarbonée, notamment l'électricité. Et donc, c'est tous ces sujets-là qu'il faut regarder. Et on a oublié, de manière assez volontaire, à mon avis, entre 2000 et 2010, et quand on a commencé à élaborer les politiques publiques sur justement la rénovation énergétique,
Je suis d'accord avec Gilles quand vous disiez que les mots ont une importance et nous aussi on milite pour changer les termes. Ça a orienté complètement les politiques publiques et la façon dont on a perçu le système en utilisant... On s'est juste concentré sur la consommation. On s'est concentré sur la consommation en se disant consommer de l'énergie c'est mal, il ne faut pas en consommer, et on a utilisé le terme de rénovation. Et ça pose le fait qu'on ne s'est pas intéressé à la question patrimoniale et à l'existant. Et ça se transcrit dans énormément de sujets, notamment le fait qu'on n'a pas fait d'études. On a très peu de données, et on en parlera sûrement après, sur le comportement hygrothermique des bâtiments, sur les consommations réelles, et on travaille en fait avec des outils très peu précis actuellement. Depuis tout à l'heure, on parle des matériaux, vous l'avez évoqué. Comment vous, en tant qu'architecte du patrimoine, justement, vous adaptez vos projets pour respecter au mieux ces matériaux d'origine ? C'est une vaste question. Alors déjà, en utilisant le diagnostic, c'est ce que vous disiez, ça c'est un outil qui est vraiment précieux parce que ça permet de comprendre le fonctionnement du bâtiment, ses qualités, les éléments à protéger sur lesquels qu'on va conserver. Quand vous dites le diagnostic, c'est pas le DPE. Non. Alors, on s'entend bien. Non, c'est important de le préciser. Oui. En fait, le diagnostic, c'est un outil de l'architecte, du maître d'œuvre et des gens qui interviennent sur le bâti ancien. Et c'est une analyse multithématique, à la fois de datation historique, d'évolution du bâtiment, de l'analyse architecturale, quelles sont les qualités, comment le bâtiment est composé, des matériaux, mais aussi ça intègre d'autres diagnostics, typiquement le plomb, l'amiante, le DPE, parce que c'est un peu une contrainte, mais qui n'est pas très informatif. Ça peut être des études thermiques, donc comme des simulations thermodynamiques, qui sont de bien meilleurs outils que le DPE. Mais ça peut être aussi une analyse paysagère. Il y a énormément d'éléments qu'on va prendre en compte et qui nous permettent en fait de bâtir un projet adapté au bâtiment. Gilles ? Alors, moi, je voulais rebondir sur cet aspect d'approche globale quand on parle de diagnostic, avec la priorisation qui est normée. On parle beaucoup des normes qui souvent sont en contradiction avec la notion de patrimoine, qui est tout sauf dans la norme, il est hors norme le patrimoine. Mais il y a une norme qui existe, et il est intéressant d'en parler parce qu'elle est en cours de révision aujourd'hui. Maison Paysanne donc fait partie du comité de révision. Et nous aussi. Elle a été votée, vous aussi. Elle est en cours de révision pour aller vers un mieux. Pour l'adapter, on va dire, aux conditions climatiques, entre autres, puisqu'en défi, j'ai parlé du réchauffement climatique, qui va être, on va dire, la donnée majeure à prendre en compte aujourd'hui, peut-être plus que le confort d'hiver. Et le rôle de l'habitant, l'usage aussi. On a tendance à l'effacer, j'ai dit tout à l'heure, ce qui coûte une stupidité fondamentale, mais bon, c'est comme ça. Et donc, cette norme, c'est la norme EN 16883, pour ceux qui veulent des précisions, c'est barbare, mais c'est comme ça. Et elle est européenne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un consensus, et qu'à chaque fois qu'on veut faire évoluer la norme, nous, on le fait par rapport à notre environnement, qui n'est pas le même que ceux de la Norvège. Et donc, qui n'est pas le même en Hongrie. Voilà. Et le but, c'est d'arriver à une approche globale qui ménage toujours ce qui doit être ménagé, c'est-à-dire la valeur patrimoniale des objets sur lesquels la norme porte, c'est-à-dire ici le bâti. Donc c'est une victoire pour vous. Alors c'est une victoire, oui, et c'est aussi une dynamique qui est encourageante, parce qu'on en parlait à la conférence du G7, là, c'est une échelle européenne. Et le patrimoine, il ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Il est aujourd'hui au niveau européen, puisqu'on fait partie de cette entité. Notamment, vous parliez du nord de la France. Si on va en Belgique, c'est le même climat, donc il y a les mêmes problématiques. Absolument. Alors, il faut se mettre d'accord sur, justement, un modus operandi, comme on dit, quand on aborde cet objet patrimonial qui est particulier. Et plutôt que de parler de qualité performantielle, de performance, l'aborder d'une façon patrimoniale, scientifique, technique, mais pas seulement comme aujourd'hui, où on met simplement la technique, on parle de mu, de lambda, de u, de température, machin, etc. Et on ne tient pas compte d'autre chose. Mais est-ce que tout ça, en tant que propriétaire privé, aujourd'hui, finalement, c'est encourageant? Si on achète une maison du début du XXe siècle, on sait qu'on ne va plus être sous le coup du DPE et de nous imposer d'atteindre en fait la lettre D. Si on ne fait pas son isolation correctement, on sera hors la loi. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu la situation qui met les propriétaires un petit peu dans la désespérance. Nous, on est sollicités de plus en plus par ce genre de situation. Les gens nous disent, on a hérité d'un bien, on a fait faire un DPE,
on nous demande de faire des travaux au résultat, le coût à investir dépasse largement la valeur du bien, donc on ne peut pas le faire. Et la loi nous enlève la liberté de propriété, puisqu'on ne peut plus le vendre et on ne peut plus le louer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut sortir de cette situation de blocage, qui est due au fait qu'on a mis un DPE au point qui n'est pas adapté à la catégorie qui devrait aborder le bâti ancien d'une autre façon. Nous avons, nous, la confirmation, quand on a été audité au Sénat, suite à notre cri d'alerte qu'on a lancé. Il y a eu une commission d'enquête, on nous a audité, et on a appris que le moteur de calcul du fameux DPE n'avait été validé par aucune communauté scientifique. C'est déjà un problème. Voilà. Ça veut dire qu'on utilise un outil qui n'est pas adapté, on commence à le comprendre, mais on a tellement créé de stress sur tous les secteurs, dans le BTP, l'immobilier, la location, etc., qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Et là, on est en train de manipuler les coefficients d'énergie primaire de l'électricité pour faire rentrer de nouveau dans le monde de la location des logements qui en étaient sortis du fait de l'application de ce DPE complètement stupide et inadapté. Donc voilà, on en est là. Alors ça, c'est un sujet intéressant, le coefficient d'énergie primaire, qui est même très important, mais qui n'est pas lié que au DPE. Là, on est en train de le réviser pour le DPE, mais c'est un sujet aussi sur la RE 2020, et ça l'a été encore plus sur la RT 2012, puisqu'il était encore plus élevé, il était de 2,53, et en fait, ça pénalisait arbitrairement l'électricité en favorisant le gaz, et donc ça n'allait pas forcément dans le sens... de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, c'est un sujet un peu technique. Tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre pour comprendre le DPE, déjà, c'est le contexte. C'est-à-dire que, à part le travail, et c'est pour ça que je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que vraiment, ça a été vraiment les précurseurs sur le sujet, à part le travail de Maisons Paysannes de France, en fait, tous les gens qui ont réfléchi aux questions de rénovation énergétique viennent du neuf. Et généralement, c'est des thermiciens. Et ils ne se sont pas intéressés aux qualités du bâti existant. Nous, on l'a fait par passion parce qu'on aime le bâti ancien, le patrimoine. Et donc, on était contents de constater qu'il y avait des qualités. Mais les gens qui ont commencé à réfléchir sur ces sujets-là s'intéressaient aux questions d'écologie, aux questions de sobriété surtout. Et avec les matériaux qu'ils ont sous la main aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, on m'a déjà dit que le polystyrène, c'était bien, sans savoir que ce n'était pas forcément adapté, puisque ce n'est pas perméant à la vapeur d'eau. Alors qu'on recouvre beaucoup de façades aujourd'hui avec du polystyrène. Tout à fait. Et donc, ça vient d'un milieu qui n'a pas réfléchi aux qualités et donc n'a pas jugé utile de pousser les études en se disant, de toute façon, on va isoler, ça va régler tous les problèmes. Sauf que comme dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'utilisation du ciment s'est démocratisée. Nous, on a constaté les dégâts que ça présentait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas perméant à la vapeur d'eau. Et le polystyrène, comme les isolants non perméants à la vapeur d'eau, crée des désordres sur les bâtiments. Et donc, en fait, les études scientifiques sur quel est le comportement d'un mur en pierre, comment ça fonctionne, on sait qu'il y a des différences au sein d'une paroi à un endroit. Toutes ces études-là, elles n'ont jamais été faites. Elles n'existent pas. Et donc, même dans les meilleurs systèmes de calcul qui sont les simulations thermodynamiques, on a des résultats approximatifs parce qu'on manque de données d'entrée et parce que le calcul lui-même présente des limites de calcul. Et donc, du coup, on est sur de l'approximation. Et on évalue rarement, à la fin, les performances qu'on avait envie d'atteindre en termes de projet. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que de la théorie, on la met en pratique, mais on ne vérifie pas si la théorie est finalement, si la pratique a rejoint la théorie. Tout à fait. Et si je peux conclure rapidement sur le DPE s'inscrit dans cet ensemble-là. C'est une imposition européenne, donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler à l'échelle européenne, parce qu'on peut influencer ce type de politique. À la base, c'est un outil pédagogique qui devait permettre d'avoir des constats et des comparaisons entre les pays européens. Au début, le DPE n'était pas plus précis que maintenant, mais il n'était pas opposable au tiers et il s'imposait pas, il créait pas de contraintes. Donc c'était pas très grave si, voilà, bon, ça ne donnait pas des choses justes, mais c'était pas dramatique. Voilà. Maintenant qu'il est opposable et qu'il crée de la contrainte, on se rend compte en fait que son imprécision, ça pose un vrai problème. Et moi, je lui trouve quand même des qualités, c'est que ça permet de tendre en fait la situation. Et donc, du coup, ça force la réflexion
et ça ouvre la possibilité à des modifications et à des prises de conscience. Alors je dis pas que c'est une bonne chose de l'avoir fait, mais maintenant qu'il est là, on peut au moins reconnaître que la crispation que ça génère, ça permet à nos voix de porter et peut-être aux choses de changer. Et concrètement, quelles sont les solutions justement que vous pouvez proposer pour améliorer le confort thermique sans nuire au bâti? Alors, c'est de valoriser aujourd'hui ce qui ne l'est pas. Mais apparemment, ça bouge dans le bon sens, puisque j'ai appris qu'il y avait un projet de loi qui avait été proposé par les députés, on va en parler donc prochainement, pour faire en sorte que le BTP devienne plus écologique et local. C'est-à-dire, le but, c'est de... On va retourner à c'est de faire appel à des matériaux que nous, dont on fait nous la promotion pour le bâti ancien, qu'on appelle les biosourcés, les géosourcés. Alors, c'est des matériaux qu'on n'a pas inventés, puisque les anciens les utilisaient, mais on les appelle comme ça. Voilà. Et ces matériaux-là, aujourd'hui, sont, on va dire, pas en situation concurrentiellement bien placée par rapport aux matériaux industrialisés. Je ne citerai pas de nom, mais la laine de verre, il n'y a pas photo au niveau prix. Laine de verre, laine de roche, voilà. Donc c'est une incitation pour les gens qui n'ont pas les moyens, et souvent c'est ce qu'ils nous disent, de faire ces choix qui ne sont pas des bons choix, et qui vont créer forcément des désordres. On le voit, au bout d'un certain temps, il suffit de démonter ce qui a été fait, et vous voyez derrière, surtout que c'est fait de mauvaise façon, on va créer des, des zones où on va cacher la misère, et quand on va s'en apercevoir, on va prendre compte du travail qui a été fait de mauvaise façon et des désordres qui sont consécutifs à ça. Donc le but, c'est de valoriser ces matériaux qui étaient ceux des anciens, des modèles. Donc ce sont lesquels, si on les rappelle? Alors la terre, le bois, la paille, et d'ailleurs BTP, bois, terre, paille. Voilà. On peut faire un jeu de mots là-dessus. C'est la nouvelle appellation. Voilà. Et ce sont aussi des projets de territoire qui en ont bien besoin. La ruralité, c'est eux qui vont se mettre. Moi, je travaille dans 2 communautés de communes pour mettre sur pied des filières de chanvre. Dans une région où le chanvre est une plante qui est très connue, puisque nous, on est des tisserands depuis le Moyen-Âge. On travaille le lin, on travaille le chanvre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le lin, on l'envoie en Chine pour le faire tisser. On cultive la plante, mais la fibre, on l'envoie en Chine, elle revient par container. On n'a plus la filière complète. On n'est plus dans l'écologie stricto sensus. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ces plantes-là, on peut les recultiver de nouveau avec un bénéfice global pour l'environnement, qualité de l'eau, le cycle de l'eau, on en parle beaucoup avec les PFAS, etc. etc. Tout ça, c'est globalement le résultat d'une écologie qui n'est pas finalement adaptée et qui n'est qu'un mot. Et un retour au bon sens. Et un retour au bon sens, voilà, alors, en s'inspirant des bons modèles. Si je peux me permettre, personnellement, moi je ne suis pas très favorable à ce projet de loi pour différentes raisons, mais notamment parce qu'encore une fois, on est sur une réaction émotionnelle et on pense avoir trouvé des solutions géniales aux problèmes, alors qu'un des sujets importants sur le bâtiment, c'est d'avoir des solutions. C'est à chaque fois des solutions adaptées au bâtiment, mais il faut aussi prendre en compte l'écosystème économique actuel. Et si je suis évidemment pour l'utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés et qui font partie évidemment des solutions, il y a aussi des enjeux économiques, des enjeux de coûts et surtout l'enjeu du changement climatique qui est quand même en grande partie basé sur la question du carbone. C'est une urgence urgente. Et là, cette loi, elle vise à contraindre l'utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés. Elle propose de supprimer le terme bas carbone parce qu'ils veulent lutter contre l'industrie du ciment. C'est très bien tout ça, mais à un instant T, on a encore besoin de béton. Et donc, en fait, elle n'est pas adaptée aux enjeux urgents du changement climatique et on est encore sur une question idéologique. Je suis très pour le fait de favoriser le développement du biosourcé, mais il faut évaluer les conséquences des contraintes. Personnellement, je serais plus pour une taxe carbone qui permettrait à chacun de s'adapter et de pouvoir financer des projets ou faire de la redistribution via la taxe carbone, mais qui permettrait de la flexibilité. Plus on contraint, mais bon, c'est une vision un peu sociétale et économique. Plus on contraint, plus on crée des effets de biais. Et c'est pas du tout réaliste en fait d'envisager que d'ici 2028, parce que c'est ce qui est proposé dans la loi, on construise la moitié des projets à construire.
en bois, en terre ou en paille. C'est pas du tout réaliste. Et on retombe encore dans les biais de la stratégie nationale bas carbone, où on se dit c'est une bonne idée, faisons-le, mais on n'évalue pas comment on le fait et quelles vont être les conséquences. Parce que ça a des incidences aussi environnementales notamment. Mais oui, et en fait, le chanvre, c'est une très bonne idée, mais il faut évaluer quelle est la part des terres agricoles qu'on peut consacrer à ça, et ça a des inconvénients aussi écologiques. C'est de la consommation de terres agricoles qui va être destinée à la construction, et c'est pas parce que ça paraît une bonne idée que ça l'est forcément, et ça nécessite une évaluation scientifique. Très bien, on suivra tout cela parce qu'on arrive à la fin de cette émission malheureusement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, et on retiendra surtout que cette rénovation thermique du patrimoine, entre guillemets, peut être pensée finalement différemment que les règles qui sont fixées actuellement, parce que les maisons anciennes, vous l'avez dit justement, respirent, elles échangent, elles s'adaptent aussi au climat, et ce sont sans doute des beaux exemples à suivre. Merci d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette émission, je le rappelle, proposée par la revue Atrium et la Chambre syndicale Atelier d'Art de France. Sur YouTube, vous pouvez retrouver l'intégralité des autres sujets abordés ici pour cette 30e édition du Salon international du patrimoine culturel. À bientôt.